Pierre Magistretti, vous êtes neurobiologiste, vous êtes en compagnie de François Ansermec, qui est psychanalyste. Pourriez me dire où on est? Actuellement, Oui. on est dans les studios de la Fondation Agalma. Et quel est le rôle de la Fondation Galma? C'est une fondation qui s'est donnée pour but de faciliter les échanges entre neurosciences et psychanalyse et également de s'ouvrir à des questions de société qu'elle souhaite poser sous le double regard des neurosciences et de la psychanalyse. Donc aussi un lien avec l'art, culture, société. François, c'est une expérience originale, vous ne vous parliez pas? Ou peu? Si on se parlait peu entre neurosciences et psychanalyse, Absolument. on peut dire que dans l'histoire du rapport entre science et psychanalyse, il y a beaucoup de malentendus, il y a beaucoup de tensions. C'était un projet chez Freud, clairement, de faire un lien entre les sciences de son époque et la psychanalyse. On peut dire que la science était, la biologie en particulier, un champ connexe de la psychanalyse à l'époque de Freud. Mais après, ça s'est plutôt perdu. Ça a pris les distances et même, c'était un rapport qui était pensé comme d'opposition. Est-ce qu'on peut dire que les neurosciences vous ont ensuite vu d'un peu haut? Ça, il En se faudrait disant, demander, on est dans un à Pierre domaine, Magistretti. C'est-à-dire, est-ce que les neurosciences... Je pense qu'il y a un risque réductionniste des deux côtés. Il y a un risque réductionniste du côté des neurosciences. du déterminisme, des résultats Voilà, génétique, neurobiologique, neuronal, avec l'idée, bon, complexe, parce que c'est peut-être un terme qu'il faudrait revoir, mais que, au fond, vous prendriez un réseau neuronal et émergerait un sujet de ce réseau neuronal. Alors que pour la psychanalyse, c'est aussi à travers l'autre, la rencontre avec l'autre, d'une part du côté du vivant, d'autre part du côté de l'autre, qu'un sujet se constitue. Donc pour faire un sujet, il faut un autre déjà là, un monde, une réponse, une attente, une anticipation, et il faut le vivant, et c'est des deux qu'émerge le sujet. Pendant un temps, vous avez été la logique et lui l'illogisme? Non. Est-ce qu'on peut dire les choses comme ça? Non, non, parce qu'en fait, moi, personnellement, du point de vue d'un neurobiologiste, ce que je trouve de très intéressant et de très constructif, on va dire un peu rapidement, dans ce dialogue, c'est ce que, et je le dis vraiment convaincu, ce que la psychanalyse peut apporter aux neurosciences. Parce qu'on voit souvent, la démarche classique, c'est de dire, voilà, bon, la psychanalyse, il y a des choses intéressantes, mais enfin, c'est un peu soft, comme ça. Maintenant, arrivent les neurosciences qui vont tout expliquer, et voilà. Et en fait, je pense que je suis vraiment en opposition par rapport à ça. Je pense qu'au contraire, le cadre psychanalytique permet de poser des questions qui se sont construites au cours du temps dans cette théorie par l'observation clinique, et qu'en fait, ces questions, c'est des perches qu'elle tend aux neurosciences pour aller de l'avant, pour mieux comprendre le fonctionnement du psychisme. Alors, votre travail en commun, ce sont des ouvrages, ce sont des émissions de télévision désormais, tout est basé sur la discussion, la conversation? Oui, c'est-à-dire on a un principe d'un point de départ différent et que depuis ce point de départ différent, deux champs différents, il y a des questions communes. Je crois que c'est un travail de la question. D'ailleurs, je dis souvent que Freud pourrait être relu à partir de ses questions plutôt qu'à partir de ses réponses et de remettre en jeu certaines questions fondamentales de la psychanalyse de Freud et d'autres psychanalystes ensuite qui ont repris le travail de Freud et les questions de Freud. Et que suivre le questionnement de Freud, c'est très intéressant. Donc pour nous, c'est plutôt un travail de la question, un travail du point de butée, un travail de l'intersection, de la rencontre, qu'un travail, si on veut, de recouvrir le fait psychique avec du biologique ou de recouvrir le biologique avec du psychique. On a une résistance à avoir un raisonnement analogique, à faire des correspondances biunivoques, à dire il y aura un mappage, un recouvrement entre des phénomènes psychiques et des phénomènes biologiques. Entre les deux, il y a des dimensions sans commune mesure, irréductibles. Et le point qui nous intéresse, c'est le point où deux champs qui ont finalement très peu à voir l'un avec l'autre dans leur langage, peuvent se rencontrer autour de questions fondamentales, importantes, comme la singularité, la différence, toutes sortes de questions qui sont des points de butée pour l'un et pour l'autre. Alors, on va prendre un exemple. Vous publiez chez Odile Jacob un ouvrage qui s'intitule « Les énigmes du plaisir ».
tout de suite, d'entrée de jeu, on comprend qu'au fond, l'être humain, qui est, semble-t-il, quand même bien constitué, le mieux constitué des êtres vivants, quand il va vers le plaisir, si je vous entends bien tous les deux, au lieu d'y rester, il dérive ou il finit par choisir le déplaisir. C'est assez surprenant, cette idée-là. Oui, et donc, moi, ce qui m'a frappé dans cette question qui est posée, c'était ma lecture de Freud, et notamment de son travail au-delà du principe de plaisir, et puis Malaise dans la civilisation. En fait, c'est le constat, quelque part, que ce qui devrait être le principe qui guide le fonctionnement humain, pour le dire simplement, ce serait c'est un principe de plaisir, justement, un principe aussi basé sur l'homéostasie, l'équilibre. Et en fait, ce principe fonctionne plus ou moins bien au niveau du corps, mais clairement, au niveau du psychisme, il y a quelque chose qui ne joue pas, parce qu'il suffit de regarder autour de soi. Quand même, on ne peut pas dire que ce monde est absolument extraordinaire et que tout le monde est heureux, et tout ça est guidé par le principe de plaisir. L'un et l'autre, un exemple. Un exemple de cette démarche qui consiste, je vais vers le plaisir, mais finalement, toute ma nature, ou je ne sais pas quelle raison, me pousse à choisir le déplaisir ou finir dans le déplaisir. Ça, je pense qu'il y a trop d'exemples, parce que toute la clinique est fondée là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, il y a un échec du principe de plaisir. Par exemple, quand on a atteint son but, on a atteint son but... Je sais pas, quelqu'un peut vouloir atteindre à tout prix une position sociale très importante, et au moment où il l'atteint, il va déprimer, comme si, au fond, il n'y avait plus de but, il n'y avait plus d'attente, il n'y avait plus d'idéal. Dans la quête de l'idéal, l'ombre de l'idéal peut retomber sur le sujet, lui amputer une partie de lui-même. Si quelqu'un a une histoire de désir, que ce désir est impossible, qu'un jour il devient possible, peut-être qu'il ne désire plus l'objet de son désir, et que le désir va tomber. Donc il y a quelque chose dans la réalisation du désir ou dans la réalisation de l'idéal qui conduit de manière étrange, si on réfléchit, à un échec. Parce que là, Pierre Magistretti a donné une réponse en citant, au-delà du principe de plaisir, et en citant Malaise dans la civilisation, mais on pourrait se dire que quand on voit la neurobiologie contemporaine qui arrive à définir les mécanismes les plus fins de l'homéostasie, de la façon d'équilibrer un organisme, que le vivant peut être un organisme équilibré. Pourquoi un équilibre si extraordinairement régulé, s'il n'y a pas de maladie, produit un être aussi malheureux, aussi capable d'avoir du plaisir dans le déplaisir, la satisfaction dans l'insatisfaction, et qu'entre une voie qui le mène au plaisir et une voie qui le mène au déplaisir, avoir une telle tendance à choisir la voie qui le mène au déplaisir. Parce que vous dites, les viscères donnent une quantité d'informations, bombardent le cerveau d'informations, sans qu'on s'en rende compte, à moins qu'on soit malade, sans qu'on s'en rende compte. Et là, on est dans une situation d'équilibre. Le corps réagit normalement à des sollicitations multiples. Donc, oui, mais disons, ce qu'il faut bien prendre en compte dans tout ça, c'est que le sujet se construit par des expériences, et que ces expériences sont souvent des perceptions basées sur, disons, quelque chose qui vient de l'extérieur, mais en même temps, ces perceptions sont de manière systématique, alors c'est très prononcé pour des émotions très fortes, associées à des états du corps. La peur, il y a quelque chose de dangereux, vous avez peur, mais en fait, ce n'est pas seulement la prise en compte de cette situation en soi qui est critique, c'est comment le corps réagit et comment il y a une association entre un état du corps et une représentation. Et en fait, l'idée, c'est que finalement, ces représentations sont absolument indispensables aussi pour justement tamponner cet excès du vivant, comme on le dit, ce corps qui nous bombarde ce cerveau en permanence. Donc il y a deux choses. D'une part, ce qui est initié par l'expérience et qui est, disons, physiologique, mais il y a aussi ce qui est initié par ces états du corps qui nécessitent absolument d'être tempérés par des représentations. Bon, je crois que la question sur laquelle a buté la psychanalyse à un certain moment, c'est comment et pourquoi il y a un au-delà du principe de plaisir. C'est-à-dire que dans la psychanalyse, dans le travail analytique, même dans le travail analytique, peut-être qu'on n'arrive pas à faire aller un sujet au-delà de la répétition.
Et au fond, comme si le sujet ne voulait pas son bien. Et l'au-delà du principe de plaisir, en allemand, c'est Jenseits. Moi, comme je comprends, Jenseits, c'est l'autre rive, c'est de l'autre côté. Et au fond, le plaisir et le déplaisir seraient comme les deux rives d'un même fleuve. Et là, c'est le point central de notre livre, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait sur le plan psychique ou est sur le plan biologique que quand on a du plaisir, on a aussi du déplaisir. Et que parfois, à un tel point que le déplaisir prend le dessus sur le plaisir. Donc, qu'est-ce qui fait qu'il y a un échec au plaisir? Est-ce qu'on cherche le plaisir ou finalement le déplaisir? Alors, on cherche le plaisir, et en cherchant le plaisir, en le trouvant, encore plus quand on le trouve, on tombe dans le déplaisir. Ça, il y a quelque chose d'énigmatique dans ce mouvement. C'est-à-dire que comment plaisir et déplaisir sont noués ensemble dans un au-delà du plaisir, un au-delà du principe de plaisir, dans quelque chose que Lacan appelait, lui, la jouissance. La jouissance, c'est un terme ambigu, il l'a pris peut-être aussi à son époque avec Georges Bataille, avec tout un climat où dans les expériences de désir et des expériences de plaisir, un sujet peut être tout à coup pris par le fait de ne plus vouloir ce qu'il désire, de refuser ce qu'on lui offre parce que ce n'est pas ça, ou même d'être pris dans un dégoût où il y a une dimension d'excès qui conduit à l'insupportable. Donc au cœur de l'expérience affective, il peut y avoir un réel qui surgit, qui déstabilise complètement le sujet, quelque chose d'irreprésentable, le surgissement de quelque chose d'irreprésentable. Est-ce que pour le neurobiologiste, quand vous entendiez ça, disons il y a quelques années, vous adhériez déjà ou vous disiez non, ça je ne peux pas entrer dans ce genre de raisonnement? C'était un peu énigmatique, certainement pour moi, c'est le cas de le dire, mais en fait on a beaucoup discuté en préparant ce livre, qui s'est quand même déployé sur quelques années, sur 3-4 ans, c'était la question, en fait, j'utilise ce terme psychanalytique, de la jouissance ou de la compulsion de répétition. Les gens, finalement, on entend tout le temps, après les vacances de Noël, par exemple, j'ai encore trop mangé, et qu'est-ce qu'on fait? On va de nouveau refaire un grand gueuleton le soir suivant. Donc, je me suis acheté trop d'habits, j'en ai pas besoin. Enfin, c'est des choses où les gens se sentent presque obligés de faire quelque chose dont ils disent à l'avance que finalement c'est du déplaisir alors que ça devrait être du plaisir. Donc c'est comme une sorte, si on pousse ça à l'extrême, une sorte d'addiction. C'est-à-dire qu'on a une sorte de plaisir. Une addiction au déplaisir. Mais quelque chose de cet ordre-là. Et alors, peut-être, vu que la question est qu'est-ce qu'on peut voir du côté neurobiologique dans ça, alors s'il y a un domaine de la neurobiologie où finalement, des avancées assez fortes ont été faites pour la compréhension des mécanismes qui aboutissent à un certain comportement, une certaine attitude, c'est justement l'addiction. Et en fait, dans ces phénomènes, il y a une théorie qui a été mise en avant et qui, je dois dire, on en a beaucoup discuté, nous semble être en relation avec cette énigme du plaisir. C'est la théorie des processus opposants. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, appliqué alors au modèle de l'addiction, mais on peut l'étendre après pour être psychanalytique au fantasme, dont on jouit, dont on aime réactiver. L'idée, c'est qu'en fait, dans la question de l'addiction, les substances addictives activent des voies, on appelle ça de récompense. C'est notamment la dopamine qui est libérée en fait par toutes les substances addictives.